On va peut-être commencer. Je ne sais pas si tous vos camarades sont déjà arrivés. De toute façon, je ne connais pas la promo de L3, puisque comme vous le savez, je n'enseigne pas en L3. Donc, vous me voyez ici accompagné par M. Didier Legoupil, que vous connaissez tous, qui est enseignant de communication, mais qui est aussi le responsable de l'un des parcours de Master LEA qui existe à l'Université de Caen, le parcours Développement durable, stratégie de concertation et de communication. D'accord avec la direction du département, on a souhaité que cette réunion soit obligatoire pour vous. Pas parce qu'on a si intérêt que ça de vous expliquer seulement les masters LEA qui existent à l'Université de Caen, mais pour une question d'orientation générale. Et en effet, cela peut vous surprendre. Bon, je ne me suis même pas présenté, excusez-moi. Non, moi, je suis Álvaro Fleites Marcos et je suis le responsable d'un autre parcours qui existe au Master LEA, qui est expert en projet européen au service du développement local, mais aussi responsable de l'ensemble du Master LEA, puisqu'en effet, même s'il y a 3 parcours, le Master LEA, c'est une seule mention de Master. Hein? Bon, alors, donc ceci étant dit, bon, vous savez que donc cette conférence est enregistrée et après elle va être déposée sur eCampus pour les étudiants qui sont à l'étranger, notamment qui sont en Erasmus ou qui sont en échange interuniversitaire. De la même façon, Madame Wells, qui ne peut pas se joindre à nous dans un amphi, a fait une vidéo sur YouTube concernant les parcours, dont elle est la responsable, les parcours en plantation des entreprises à l'international, qu'on projettera après. Donc, j'ai trouvé que cette réunion était très importante pour vous, non seulement pour vous présenter les Masters LEA de l'Université de Caen, mais en général pour vous parler de vos poursuites d'études. Et en effet, vous savez qu'aujourd'hui, en France, avec un bac plus 3, on n'y va nulle part. Ou en tout cas avec une licence générale. J'en suis désolé de vous le dire, mais sauf si vous visez un certain nombre de concours spécifiques de la fonction publique qui s'ouvrent à bac plus 3, et pour ça, vous pourrez réussir, même si la licence LEA est plus professionnalisante que d'autres formations universitaires, comme par exemple les licences LLCR que vous connaissez, ou des licences comme sociologie ou histoire ou autres, même si elle est plus professionnalisante, aujourd'hui, le marché du travail est structuré de telle façon que pour vraiment s'en servir d'une licence, il faut aller jusqu'à Bac plus 1. Il faut avoir un Master 2. L'ancien niveau qui était Bac plus 4, la maîtrise, ou qui aujourd'hui est un Master 1, n'est pas non plus utile aujourd'hui sur le marché du travail. Donc vraiment, si vous êtes en L3 LEA, pour moi, vous avez 2 options. Vous enchaînez sur une licence professionnelle qui dure qu'un seul an, une seule année, mais du coup, vous rentrerez sur le marché du travail en tant que profession intermédiaire, soit vous faites jusqu'en Master 2, et c'est ce que je vous conseille de faire. Alors, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de se renseigner sur les formations en Master. Il y a un site web qui dépend du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui s'appelle trouvermonmaster.org. Et là, il y a toutes les formations de master qui existent en France. Donc, est-ce que je vous conseille de faire? Et ça, c'est la première chose qui peut vous surprendre. On ne veut pas que vous restiez ici si l'un de nos 3 parcours ne vous intéresse pas. Le Master LEA n'a rien à voir avec la licence LEA. Parfois, il y a les mêmes enseignants, c'est le cas de M. Legoupil et moi-même, mais en général, c'est très différent. Donc, ce n'est pas parce que vous étiez très content en licence LEA que le master va être la même chose. Et de même, ce n'est pas parce que vous n'aimiez pas la licence LEA que le master va vous déplaire. Donc, ça, c'est la première chose à tenir en compte. Et ce qu'il faut, c'est que vous sachiez déjà, que vous envisagiez qu'est-ce que vous voulez faire comme métier à l'avenir. C'est ça qui doit vous guider. La licence LEA a un grand avantage, c'est qu'elle est très polyvalente. Elle ouvre des voies très différentes dans le monde professionnel. Très, très différentes. Il y a des masters LEA sur le tourisme, sur la logistique,
sur le commerce, sur l'événementiel, sur la communication. Et puis, nous avons nos 3 parcours de master LEA ici. D'ailleurs, vous n'avez pas nécessairement à postuler sur un master LEA. Vous pouvez postuler sur un master qui appartient à d'autres composantes. Par exemple, tous les ans, il y a des étudiants LEA qui sont admis à l'Institut d'administration des entreprises de l'université, l'IAE, de Caen, où ils postulent par exemple sur un master de commerce franco-américain. Et qui, évidemment, favorise nos étudiants LEA puisqu'ils ont un très très bon niveau d'anglais. Et en plus des connaissances de gestion, d'économie, de droit, etc. Ensuite, autre chose que vous devez tenir en compte au moment de postuler. Voilà. Il faut tenir en compte surtout pas les cours que vous allez avoir dans telle ou telle formation, mais où est-ce que cette formation vous mène. Je vous conseille de ne pas vous laisser tenter par les formations privées. Elles sont très chères et souvent elles ne sont pas vraiment diplômantes. Vous savez qu'en France, l'État a le monopole de la collation des diplômes. C'est-à-dire que les diplômes nationaux de master, il n'y a que les universités publiques qui peuvent les donner, pas les formations privées. Donc, les formations privées trichent en appelant les diplômes Master E avec une E à la fin, en utilisant la mention anglaise, en utilisant beaucoup de subterfuges. Moi, je vous conseille de ne pas vous laisser tromper. Par exemple, il y a une formation, une structure ici que vous connaissez à Caen, qui est l'école de management de Normandie. Moi, je conseille, si quelqu'un souhaite travailler dans ce domaine-là, de management, qu'il aille à l'IAE et pas à l'école de management de Normandie. L'école de management de Normandie, c'est 6 000 € par an, puisque ici, autre chose, M. Le Goupil et moi-même, nous sommes fonctionnaires de l'État. Moi, ça m'est égal s'il y a plus d'étudiants au master ou moins d'étudiants au master. Ça m'est égal si vous venez au master à Caen ou vous partez en master ailleurs. Moi, ça m'est égal. Je suis un serviteur public comme M. Le Goupil. Ça m'est égal. De toute façon, je peux vous dire, on a tous les ans plus d'une centaine de candidatures par parcours de master, pour entre 15 et 20 places. Ce qui veut dire qu'on a toujours le choix. Ce n'est pas un problème. Mais de toute façon, même si on n'avait pas d'étudiants, ce n'est pas notre objectif de le faire. On ne va pas gagner moins d'argent, ni plus d'argent, on ne va pas être plus ou moins satisfait. Ce n'est pas ça notre rôle. Par contre, les formations privées, elles dépendent de l'argent qu'elles obtiennent grâce à leurs étudiants. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir tenir en compte pour vous. Donc voilà pour cette idée générale. Donc vous allez sur trouvermonmaster.org, vous pensez surtout au débouché. Est-ce qu'il vous intéresse? Et vous ne restez pas à Caen pour rester à Caen. Bon. Donc on va vous parler quand même de nos masters LEA à Caen. En réalité, il n'y a qu'une seule mention de master LEA à Caen. Et c'est parce qu'il y a des éléments communs aux 3 parcours. Le fait qu'on travaille avec 2 langues étrangères, dont une est obligatoirement l'anglais. Et les 4 LV2 possibles sont les mêmes LV2 que vous aviez en licence, c'est-à-dire soit l'allemand, soit l'anglais, soit l'italien, soit le russe. Question qu'on me pose tous les ans, est-ce que c'est possible d'inverser la LV3 avec la LV2 et donc intégrer les masters en faisant ce qu'on a fait comme LV3 en licence? Oui, c'est possible. Il y a des étudiants qui avaient fait par exemple anglais-espagnol, mais qui avaient fait allemand comme LV3 et qui ont intégré les masters en profitant de cette connaissance de l'allemand. Ils ont intégré les masters en anglais-allemand. C'est toujours possible. Bon, après, il y a l'apprentissage des savoirs, comme vous le voyez, et des savoir-faire. Donc, ce que je vous présente semblerait comme la continuation de la licence LEA. Eh bien, pas du tout. Pas du tout, parce que les cours en licence LEA ont, comme je vous ai dit, l'avantage d'être très polyvalents, ce qui vous ouvre beaucoup de portes. C'est une formation très solide, mais par contre, ce n'est pas une formation spécialisée, alors que les mots-clés du master, c'est les spécialisations. Et c'est ça qui change par rapport à la licence. Donc vous voyez,
qu'il y a les 3 parcours qui existent désormais depuis le Master 1. Normalement, un Master 1, après un Master 1, par exemple, d'implantation des entreprises à l'international, on est censé continuer un Master 2, implantation des entreprises à l'international. Cependant, et ça c'est autre chose qu'il faut tenir en compte, les cours en Master 1 sont très mutualisés, et ce qui vous permet éventuellement de changer de parcours sous l'accord de responsables de formation, etc. C'est quelque chose de rare, mais c'est quelque chose de possible, hein, de changer entre les Master 1 et les Master 2. Surtout entre les 2 parcours qui se rapprochent le plus, qui sont développement durable, stratégie de concertation et communication, et expert en projet européen au service du développement local. Et pourquoi ces 2 parcours se rapprochent? Parce qu'elles sont pour but de former surtout des personnes qui vont travailler soit dans la fonction publique, soit dans des associations ou des structures parapubliques. Alors que les masters en plantation des entreprises à l'international surtout visent les métiers du privé, hein, des entreprises privées. Donc, voilà, hein, les masters. Est-ce que je vous disais? La plus grande partie des enseignements sont mutualisés entre les 3 parcours. Les spécialisations en Master 1 se fait surtout à travers les stages. Il y a un stage obligatoire de 8 semaines, mais aussi à travers les cours à l'étranger. Parce que là, peut-être première surprise pour ceux qui ne connaissent pas, en réalité, en Master 1, vous ne faites que 3 mois à Caen, de septembre jusqu'en décembre. Le reste de l'année, le second semestre, se fait obligatoirement à l'étranger, dans une mobilité, dans une université étrangère. Dès que vous intégrez les masters, dès que vous êtes admis, on va vous accorder une place en mobilité à l'étranger. Et cette place, ça peut être une place en Erasmus ou ça peut être une place en Interru. Hein? Et justement, pour parler de la mobilité, on a ici la responsable de la mobilité, Madame Tahir, que vous connaissez la plupart d'entre vous, et qui va nous parler de cette mobilité. J'ai fini quand même de vous parler du semestre 1. Hein, comme vous le voyez, il y a des cours en langue étrangère. Ces cours-là, qui sont marqués cours d'anglais, ce n'est pas un cours d'anglais. Normalement, quand vous intégrez un master, vous avez un niveau largement suffisant en anglais pour ne pas savoir améliorer votre niveau d'anglais. Ce sont des cours en anglais, c'est-à-dire ce sont des cours qui traitent sur des thématiques liées à la gestion des projets, liées aux spécialisations du master, en langue étrangère. Et de même avec la deuxième langue. Il y a des cours très importants en ingénierie des projets, en droit, en gestion, en stratégie d'entreprise, en informatique et en communication. Donc vous voyez qu'en Master 1, on est encore dans un modèle général. Et donc je laisse Madame Tahir, qui vient d'arriver, vous parler un peu de la mobilité à l'étranger. Parfait. Vous voyez qu'au master, on fonctionne très bien. J'ai deux micros, il faut bien parler. Là d'accord, ok. Je vous prie de m'excuser pour mon retard, j'étais en cours, donc je me présente, j'en connais certains, parce que certains je les ai en cours, d'autres pas. Je m'appelle donc Nadia Tahir, je suis maître de conférence à l'UFRLV au département LEA, et je suis plus particulièrement, pour ce qui vous intéresse, en charge de la mobilité, donc pour le Master 1. Comme vous l'a signalé, je pense, Monsieur Fleites, il est en train de le signaler quand je suis arrivée, cette mobilité au second semestre en LEA, donc chez nous dans notre Master, elle est obligatoire, à une petite exception près, qui est la deuxième option dont vous avez peut-être déjà parlé, ou pas encore, mais on en parlera. Mais... Voilà, elle est plus marginale. Disons que la grosse majorité des étudiants qui font le master partent donc dans ce second semestre en mobilité. Les possibilités de destination que vous avez, donc certaines, vous les connaissez déjà, peut-être parce que vous avez déjà vu l'année dernière, vous aviez peut-être déjà regardé un petit peu les destinations possibles. Je ne vous les ai pas affichées tout simplement parce qu'elles ne sont pas encore définitives. D'accord, ce sont les destinations Erasmus qu'on peut trouver pour le département LEA qui sont disponibles sur le site du CARE international, mais vous avez aussi des destinations qu'on appelle interuniversitaires. Alors Erasmus, c'est le dispositif que vous connaissez plus communément, généralement on est en Europe.
Pour les destinations, on a des destinations un peu partout. Je vous préviens tout de suite, bien entendu, le problème étant qu'on n'a plus de destination en Grande-Bretagne, puisqu'avec le Brexit, il n'y a plus l'Erasmus en Grande-Bretagne, et qu'aujourd'hui, les échanges avec la Grande-Bretagne vont devoir passer par le dispositif interuniversitaire, sur lequel je vais revenir dans une minute, mais qui n'est pas du tout en place pour le moment. Donc en Europe, pour que vous sachiez, que vous ayez déjà une idée, les destinations où vous pouvez bénéficier de cours exclusivement en anglais sont la Finlande, Joensuu et Chypre. D'accord, donc ça c'est les deux destinations pour des cours exclusivement en anglais. Dans les autres universités européennes, très souvent vous avez aussi des cours en anglais, c'est-à-dire certains cours mais pas tous les cours. D'accord, donc il y a des variables qui peuvent s'ajuster. Les destinations européennes, elles sont nombreuses. Vous avez le Portugal, vous avez l'Espagne, vous avez l'Italie, vous avez l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne, la Bulgarie. On est sur un panorama assez large. Ensuite, donc, vous avez ce premier dispositif, et le dispositif qu'on appelle donc interuniversitaire. Cela veut dire que l'université de Caen a signé une convention individuelle avec chacune des universités de ces pays. Ce n'est pas une convention ou un dispositif, si vous voulez, au niveau de la région. Là, on est sur effectivement un spectre assez large de pays. Je ne peux pas vous dire qu'on sera exactement sur les mêmes destinations que cette année, mais on reste relativement proche. Donc, on a des destinations encore en Asie, même si cette année, malheureusement, à cause du coronavirus, encore les destinations, les mobilités en Chine ont été annulées, mais les mobilités en Corée du Sud, par exemple, ou au Japon, se sont encore maintenues. Attention, au Japon, les mobilités sont rares et compliquées, puisque généralement, le niveau qui est demandé aux étudiants qui veulent partir au Japon, c'est d'avoir minimum 15 à 16 de moyenne sur toutes les matières. Donc on a rarement, malheureusement, des étudiants qui partent au Japon. Voilà, non pas qu'on estime que vous n'ayez pas le niveau, c'est plutôt de l'autre côté que ça coince un petit peu. Sur la Corée du Sud, ça fonctionne déjà un peu mieux, par exemple. Mais je vais revenir un petit peu, si vous voulez. S'il y en a qui sont intéressés par l'Asie, c'est un dispositif un petit peu singulier aussi. On a ensuite des destinations sur le continent américain, les États-Unis, plusieurs universités états-uniennes avec lesquelles on a effectivement des échanges, et ensuite en Amérique latine aussi sur plusieurs universités. Alors, on commence à aller vers une situation un peu plus normale, si je puis me permettre, cette année sur les étudiants de Master 1, à l'exception d'une étudiante, et vous allez vite comprendre pourquoi, elle devait partir en Russie d'abord, donc c'est le coronavirus qui a bloqué, et ensuite en Ukraine. Donc vous vous doutez bien qu'actuellement, elle n'a pas pu partir. Mais en dehors du cas malheureusement de cette étudiante, tous les autres étudiants sont partis dans leur mobilité et dans les pays dans lesquels ils devaient partir. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant quand les choses reviennent un peu à la normale, disons. Donc on est plutôt optimiste pour vous l'année prochaine sur les destinations. Toutes ces destinations, elles seront de toute façon visibles au moment de votre inscription sur e-candidat. Et notamment, vous aurez un questionnaire à remplir, et dans ce questionnaire, on vous demandera justement d'établir des choix. Vous pouvez établir aussi bien des choix interuniversitaires qu'Erasmus, vous pouvez les mélanger, les panacher, ça ce n'est pas un problème. Mais s'il vous plaît, réfléchissez bien à vos choix. D'accord ? Après, vous le savez aussi, vous allez postuler tous et toutes dans plusieurs masters. Donc ensuite, il y a forcément, quand quelqu'un, la particularité de notre master, quand on se désiste aussi d'une destination. Donc il arrive aussi que dans un premier temps, fin juin, on revienne vers vous en vous disant, voilà, vous avez été sélectionné sur cette destination. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une deuxième vague et que finalement, on n'essaie pas de se rapprocher de la destination originelle que vous ayez demandé si ça n'était pas la première, celle que vous avez obtenue. D'accord ? Qu'est-ce qui fait qu'on va obtenir sa première destination ? Les notes aussi, bien entendu, mais pas que. La lettre de motivation, ça n'est vraiment pas une formalité. Je pense que ça, mes collègues sont déjà revenus là-dessus, pardon. Sur la mobilité, d'autant plus, ça nous permet à nous, dans la commission, d'ajuster d'autant plus ce choix, de voir qu'ils sont inscrits, par exemple, dans un projet très concret, que je n'ai pas demandé l'Espagne parce qu'il fallait demander l'Espagne, que je n'ai pas demandé la Chine parce qu'il fallait demander la Chine. J'ai demandé parce que c'est dans mon projet professionnel une destination, une aire géographique qui m'importe. Donc il faut vraiment bien expliquer tout. Plus on a d'éléments, plus on peut essayer de se rapprocher de vos vœux. Très sincèrement, les camarades qui sont partis cette année sont tous partis dans des destinations qu'ils souhaitent. Donc si ça n'a pas été dans un premier temps, on est revenu vers eux ensuite, etc. Donc on essaie de tout faire pour vous faire partir là où vous souhaitez partir. Donc on est plutôt satisfait cette année, ça n'arrive pas tous les ans, généralement il y a quelques-uns qui sont peut-être un peu déçus ou quoi que ce soit, mais tout se passe très bien dans les destinations. Est-ce que je peux vous dire autre chose ? Je crois que non, c'est un peu l'essentiel. Ah oui, voilà, les destinations. Alors, les destinations interuniversitaires, elles peuvent changer
D'accord, là c'est à titre indicatif parce qu'elles doivent encore être définies cet après-midi. Voilà, donc vous avez une idée hein, sur les pays ici d'Amérique latine, les États-Unis. Donc la Chine, cette année malheureusement, on n'a pas pu envoyer d'étudiants, on verra pour l'année prochaine. La Corée du Sud, alors je reviens un petit peu, vous avez aussi un dispositif qui s'appelle Asia Exchange. S'il y en a qui ont des doutes ou des questions, vous pouvez m'écrire directement, je pourrais vous expliquer un peu particulièrement. Car faites attention, certaines destinations vous demandent de débourser une certaine somme. Alors, dans certains cas, ça prend en charge notamment le couvert et le logement. Donc, disons que c'est compensé. La différence, c'est qu'il faut avancer l'argent d'un coup. C'est le cas, par exemple, du Mexique et partiellement des États-Unis. Dans d'autres cas, pas du tout. Et c'est le cas d'Asia Exchange, ce dispositif qui vous accompagne pour partir en Asie, mais qui, par contre, vous facture, je crois que c'est environ 2800 €. Et après, derrière, il faut assurer en plus le logement, la nourriture, etc. Donc ça, c'est pas une question d'argent perdu. Disons que l'avantage ensuite, c'est que l'accompagnement est très bon via Asia Exchange, mais voilà. Donc ça n'est pas le même coût, je préfère le signaler tout de suite pour ceux qui éventuellement envisagent d'aller en Asie. Voilà, pour le Royaume-Uni, je retire tout de suite Portsmouth, d'accord. L'accord pour le moment n'est pas complètement en vigueur. La Grande-Bretagne, pardon, excusez-moi, j'ai dit les États-Unis. Fatigué. Mais donc voilà, malheureusement pour la Grande-Bretagne, je ne peux rien vous garantir. Si par surprise vous voyez apparaître une destination au moment de votre inscription, c'est que d'ici le moment des inscriptions, on aura réussi à négocier quelque chose. Mais partez du principe qu'on sera plutôt, pour cette année encore, malheureusement, sur pas de destination en Grande-Bretagne. On fait au mieux dans les circonstances qui sont là. L'Ukraine, je ne sais absolument pas si elle pourra figurer, je pense que non. Je dois voir ça, on doit voir ça avec le cadre international. La Russie non plus. J'avoue que ce sont deux destinations que j'ignore. Je pense notamment aux étudiants russophones hein, qui veulent éventuellement s'inscrire chez nous. N'hésitez pas à me contacter, à m'écrire. Hein, on verra ce qu'on peut vous proposer. Dans ces cas-là, on essaie de vous rabattre aussi vers des destinations justement Erasmus. Voilà, là, il y a plusieurs. Il y a eu des renégociations pour certaines destinations. Mais voilà, on essaie éventuellement donc, de vous rapatrier s'il le faut ailleurs. Effectivement, la Macédoine du Nord, on a une nouvelle convention avec l'Université de Saint-Cyril maintenant qui est en cours. La Serbie, Belgrade, a priori, c'est pas encore sûr que ce soit sur les starting blocks malheureusement, mais on espère. Voilà un petit peu pour les idées que cela peut vous donner. Mais donc, je répète, pour les cours exclusivement en anglais, pensez plutôt Chypre, ou la Finlande et l'université de Joensuu pour ceux qui veulent suivre un cursus entièrement en anglais. Je suis disponible après la réunion pour toute question sur la mobilité. Je ne vais pas monopoliser trop la parole et je vous remercie. Donc, grand merci à Madame Tahir. Hein. Comme vous avez vu, en fait, Madame Tahir, comme responsable de la mobilité, fait tout son possible pour que vos choix soient satisfaits au mieux. Et ce qu'on peut dire avec fierté, c'est que parmi les 3 choix que vous faites, il y a toujours l'un des choix qui est satisfait. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très positif par rapport à la mobilité. Donc, pour les stages, c'est Madame García Garrido, qui est en congé de maternité, et c'est pour ça qu'elle n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, qui est la responsable de ces stages, en Master 1. Donc, les stages se fait à l'étranger, mais pas nécessairement au même endroit où on a fait la mobilité. Souvent, les étudiants souhaitent faire différentes combinaisons linguistiques. C'est-à-dire, par exemple, partir en mobilité en Espagne et puis faire les stages dans un pays anglophone. C'est quelque chose qu'on recommande de faire. Mais ce n'est pas nécessairement obligatoire. Donc, les stages, c'est de 8 semaines minimum. Les stages se fait pour ceux qui partent dans des pays comme l'Espagne, généralement en juillet et août. Pour ceux qui partent en Allemagne ou en Argentine, les stages se fait en général entre les 2 semestres, en janvier et février. Bon, ce sont des stages dans lesquels il y a déjà une spécialisation par parcours, puisque ce sont les responsables des parcours qui vont accepter ou non tel ou tel stage. Ce n'est pas un stage plus général comme le stage que vous faites à la fin de licence. Il y a aussi la possibilité de recevoir des bourses d'un programme de l'Union européenne qui s'appelle EU4EU et qui permet d'avoir des stages très ciblés sur la gestion des projets européens et financés. Vous trouverez plus d'informations sur eCampus concernant les stages, mais il y a une deuxième partie concernant ces stages, dont Madame Tahir vous a mentionné tout à l'heure, qui consiste à l'option 2. Il y a une possibilité, mais qui n'est pas plébiscitée par la plupart des étudiants, peut-être 1 ou 2 par année, tout au plus, sur les 3 parcours.
et qui décident de faire ce qu'on appelle l'option D ou option action-recherche. En quoi ça consiste? On ne fait pas de mobilité à l'étranger. On ne part pas à une université étrangère le deuxième semestre, et au lieu de ça, on fait un stage beaucoup plus long, un stage d'un minimum de 16 semaines, donc 4 mois, et après le stage, au lieu de faire un simple rapport de stage, on fait ce qu'on appelle un mémoire recherche-action. Les stages, par contre, se déroulent à l'étranger, comme les stages classiques. Donc ça, c'est une possibilité, hein, mais il faut avoir un projet de recherche-action très précis. Hein. Donc c'est possible de le faire, mais bon. Après, c'est une garantie, si jamais il y a un gros problème avec la mobilité, etc., qu'il a dû être annulé pour une raison comme cette année pour le cas de l'Ukraine, bon, ça permet d'avoir la possibilité de valider son Master 1 sans faire une mobilité. Mais nous estimons que le parcours normal, c'est le parcours 1, c'est donc la mobilité, hein, même si nous n'écartons pas cette possibilité. Donc pour le Master 2, le Master 2 a un calendrier très particulier. Déjà, le Master 1 a un calendrier un peu différent de celui de la licence, dans le sens où on commence toujours une semaine plus tard qu'en licence. Mais en Master 2, le calendrier est totalement différent. On commence début octobre et les premiers semestres, je dis bien les premiers semestres, durent jusqu'en fin mars. Et c'est le semestre, entre guillemets, théorique, le semestre dans lequel vous aurez tous les enseignements. Et il y a un deuxième semestre qui va du 1er avril jusqu'en fin septembre et dans lequel vous devrez effectuer un stage d'un minimum de 20 semaines, minimum de 5 mois de stage et allant jusqu'au maximum légal de 6 mois. Donc, très rapidement, ce master est très ancien. C'est un master qui a été créé d'abord en tant que DSSS en 1999. C'est donc l'un des 3 parcours expert en projet européen qui a été créé d'abord, puis DDSE en 2003 et je pense qu'en 2009 a été créé EA. On a, et c'est pour ça que je vous en parle, on a un réseau des anciens de plus de 500 diplômés. J'ai par exemple une liste de diffusion avec plus de 200 anciens EPE qui sont tout le temps en train de me transmettre des offres d'emploi pour transmettre au réseau. Notre réseau, donc, est un réseau très important et pour les stages et pour les débouchés et pour les postes. Par exemple, si vous allez à la région Normandie, on a des anciens EP dans tous les domaines, pratiquement. Si vous allez au département, même chose. À la mairie de Caen, on a des anciens placés. Et il y a de plus en plus de DDSC aussi, et de plus en plus de IEI aussi. Donc ces 2 autres parcours ont aussi des réseaux importants. Et ces réseaux-là sont très utiles. Donc ne croyez pas qu'il n'y a que les écoles de commerce ou autres qui ont un réseau. Nous aussi, nous avons un réseau. Et un réseau très important parce que, comme je vous dis, nos masters ont pour certains plus de 20 ans d'existence derrière eux. Donc, je vais laisser la parole à M. Didier Legrupil, qui est le responsable du parcours de DDC, pour qu'il vous en parle. Oui. Alors, rapidement, hein, mais puisque vous pouvez aussi trouver pas mal d'informations sur le site de l'université, hein, en tapant simplement le mot-clé Master LEA DDSC, donc vous allez trouver un descriptif assez détaillé. Alors, ce parcours a été créé donc après expert en projet européen. Au début des années 2000, il a connu une première version et puis ensuite il a été légèrement modifié. En fait, il a été créé aussi pour répondre à des attentes du marché du travail. Alors, essentiellement, effectivement, plutôt dans des structures publiques, semi-publiques ou des ONG, mais de plus en plus d'entreprises aussi prennent nos étudiants en stage ou même proposent des emplois, puisque dans le cadre de la transition écologique, dans le cadre aussi du programme européen du Green Deal, hein, de verdissement de l'économie et de décarbonation, en fait, il y a des besoins très importants de main-d'œuvre et notamment des porteurs de projets. Donc, notre master de management de projet est tout à fait en phase avec les attentes du monde du travail en général.
Voilà, donc il s'appelle Développement durable, stratégie de concertation et de communication. Donc le but n'est pas de former des techniciens du développement durable ou de l'écologie, hein, puisque ça, ce sont d'autres masters, soit dans les sciences, soit aussi en géographie, hein, qui forment ce genre de spécialistes. Il y a aussi la dimension plutôt interculturelle, hein, puisque justement on s'appuie également non seulement sur les connaissances et les savoir-faire en communication et en concertation, mais aussi sur la maîtrise des langues étrangères, hein, donc ce qui vous permet également de travailler soit à l'étranger, soit en interface avec des interlocuteurs étrangers. Voilà, de faire le lien finalement pour des programmes de développement, alors je ne sais pas, par exemple des programmes autour de la reforestation en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, etc. Des programmes qui seraient à dimension internationale, donc le fait que vous soyez linguiste est vraiment un atout. Donc il s'agit de mener des projets de développement durable, quelle que soit leur échelle. Alors ça peut partir d'une échelle extrêmement locale, hein. Il y a des gens qui travaillent dans des toutes petites structures ou qui font leur stage dans des structures où il y a 2 ou 3 personnes simplement, ou qui vont travailler dans des tiers-lieux, etc. Ou ça peut être des ONG de dimension internationale, je ne sais pas, comme Greenpeace par exemple. Voilà, donc l'échelle est extrêmement variable. Alors, grosso modo, voici le programme donc, en deuxième année. Donc, cette deuxième année, à partir du semestre 3, hein, enfin, le semestre 3, c'est vraiment le semestre de spécialisation. Il y a encore un certain nombre d'enseignements qui peuvent être mutualisés, mais uniquement avec EPE. Hein, il y a encore quelques enseignements où vous serez ensemble, DDSC et EPE. Alors, ça s'organise autour de 3 grands blocs, 3 grandes UE. Donc, d'abord du management de projet. Et on retrouve la dimension internationale, puisqu'il y a des cours de management de projet en langue étrangère, hein, notamment en LV1 et en LV2, donc anglais. Pour la LV2, on retrouve les 4 langues que vous avez pu suivre pendant votre licence, donc l'allemand, l'espagnol, l'italien ou le russe. Il y a également de l'ingénierie de projet, donc ce sont des disciplines qui sont liées, alors c'est une discipline en soi, l'ingénierie de projet, mais il y a aussi de la gestion, etc. Le traitement de l'information, c'est tout ce qui concerne l'informatique, donc la veille, l'analyse de données, le web, le référencement. Alors là encore, hein, c'est vraiment des enseignements orientés vers les pratiques professionnelles, hein, pour pouvoir avoir des compétences vraiment opérationnelles. Il arrive que pendant leur stage, justement, nos étudiants se retrouvent responsables des réseaux sociaux, par exemple, pour une entreprise ou pour une ONG, donc à produire des contenus, etc. Hein, donc, ou à faire webmaster, ce genre de choses. Donc c'est une formation quand même très approfondie et en même temps qui balaye vraiment l'ensemble des techniques qui sont nécessaires. Et puis il y a un peu de méthodologie de la recherche aussi, pour vous aider à écrire votre rapport de stage ou votre mémoire recherche-action si vous avez opté pour l'option 2. Ensuite, grande UE qui est le cœur de la spécialité en DDSC, une UE qui s'appelle Développement durable, alors où sont abordés différents aspects, les aspects économiques, donc notamment de l'économie sociale et solidaire, mais aussi des fondamentaux de l'économie, hein, c'est vraiment dans la droite ligne des cours d'économie que vous aurez eu en licence, mais évidemment beaucoup plus consacrés aux problématiques développement durable, des aspects juridiques, et notamment ça s'appelle aspect juridique, mais c'est du droit de l'environnement, hein, très spécifiquement, de la sociologie, avec un enseignement qui parle des grands enjeux environnementaux, et puis à partir de l'année prochaine, dans la nouvelle maquette, il y aura aussi de la RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, hein, puisque c'est aussi un domaine où il y a beaucoup d'offres et un grand nombre de vos camarades ont aussi fait leur stage, ceux qui étaient dans l'entreprise en général faisaient de la RSE. Donc il y a des besoins et donc on va y répondre à partir de la rentrée prochaine en introduisant un cours spécifique sur la RSE. Voilà. Ensuite, vous avez développement durable et mise en œuvre locale, puisqu'il y a beaucoup de projets aussi qui ont un ancrage local, hein, dans des études de cas, etc. Donc en anglais. Et puis développement durable et mise en œuvre locale aussi en LV2. Et enfin, dernière grande UE, communication et gouvernance. Alors j'assure une partie du cours de communication, mais il y a d'autres intervenants
puisque l'idée c'est que vous ayez devant vous des spécialistes et des professionnels. Donc il y a quelqu'un qui intervient par exemple en communication graphique, qui vous apprend à vous servir de logiciels de graphisme comme InDesign ou autre. Il y a les aspects aussi de communication institutionnelle, ce qu'on appelle la communication corporate, c'est-à-dire comment on communique dans des grandes entreprises ou dans des organisations, etc. Donc c'est décliné, il y a à peu près 5 intervenants pour les différents domaines de la communication. Et puis il y a management et gouvernance qui est assuré. Alors une particularité aussi du master LEA, c'est que nous avons alors pas encore en IEI, mais ça ne saurait tarder, nous avons des maîtres de conférences associés, qu'on appelle des PAST, qui sont des professionnels et qui interviennent pour la moitié de leur activité professionnelle chez nous, donc qui ont un métier par ailleurs et qui assurent un grand nombre de cours, c'est autour d'une centaine d'heures par an, et qui font tous les enseignements à orientation vraiment pratique et professionnelle. Donc management et gouvernance, c'est une collègue qui s'appelle Sylvie Le Calvez, qui est directrice de publication d'un magazine, qui s'appelle Village, et qui intervient, y compris également pour les études de cas. Nous travaillons ensemble avec cette collègue. Et puis manifestation locale. Et manifestation locale, typiquement, c'est l'organisation. Alors on fait un voyage d'études, mais qui est local. Contrairement aux EPE, nous ne nous déplaçons pas à Bruxelles, mais nous allons, par exemple, cette année, c'était dans le Bocage normand, autour de Flers, à la rencontre d'acteurs économiques et d'acteurs institutionnels pour voir un petit peu ce qui se fait, justement, en termes de développement durable. Et puis, le point d'orgue un peu de notre année, ça a lieu la semaine prochaine, puisque c'est toujours autour du 15 mars, on organise un séminaire, une sorte de grand colloque, qui cette année est sur la mobilité. Voilà, donc voici l'affiche. Si vous voulez y participer, c'est encore possible de s'inscrire. C'est gratuit. Donc ça se déroulera jeudi prochain, 17 mars. Donc voilà, demain tous mobiles, avec de très nombreux intervenants qui sont aussi bien des gens appartenant au service de l'État à des collectivités, etc. Puis des interventions de nos étudiants, puisqu'ils ont travaillé pour leurs études de cas sur cette question de la mobilité. Donc il y a un thème par an. L'année prochaine, on a déjà plus ou moins décidé, ce sera sur la biodiversité. On a fait déjà sur l'alimentation, on a fait l'an dernier sur l'habitat durable, etc. Donc on a un thème par an. Mais ce séminaire, il existe par le travail des étudiants. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les stratégies locales, c'est vraiment les étudiants qui organisent de A à Z, évidemment avec notre appui, notre concours, mais c'est eux qui organisent tout, qui contactent les intervenants, qui établissent le programme. Enfin, c'est un travail de longue haleine qui se déroule sur à peu près 3 mois et qui vous permet en fait vraiment de vous professionnaliser, puisque en gros vous serez prêt ensuite à prendre en charge les événements dans votre futur travail. Voilà pour le séminaire. Alors, c'est quoi les débouchés ? Ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus variés, puisque même les entreprises maintenant intègrent une dimension développement durable par le biais de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises. Mais typiquement, lorsque les jeunes diplômés entrent dans un premier emploi, c'est généralement comme chargé de mission. C'est ce qu'on va trouver le plus souvent. Bon, c'est un emploi qui correspond à un emploi de cadre, voilà. Chargé de mission Agenda 21, même si les Agenda 21, c'est une dénomination qu'on ne voit plus trop maintenant. Chargé de communication, puisque vous aurez une formation quand même assez approfondie en communication, donc vous pouvez vous occuper de la communication d'une ONG ou d'une entreprise également. Agent de développement local ou tout le monde du consulting, du conseil, des cabinets de conseil divers et variés. Alors parmi les structures qui offrent des emplois, les collectivités territoriales, et il est vrai que les étudiants EPE et les étudiants DDSC se dirigent souvent vers ces collectivités, puisque la dimension développement durable, elle est présente dans toutes les collectivités. Alors, plutôt les collectivités avec des compétences comme les régions qui s'occupent justement de la mobilité, ou les départements, puisque souvent ces compétences liées au développement durable sont à un niveau supérieur aux municipalités ou aux communautés de communes. Mais enfin, il y a aussi des communautés de communes qui engagent des chargés de mission, par exemple, pour mettre en place, je sais pas, des politiques de mobilité douce comme des pistes cyclables, de l'autopartage, des choses comme ça. Et puis pas seulement, c'est-à-dire que la personne qui a cette charge gère tous les aspects, aussi bien le paysage que autre. Donc c'est des métiers qui sont assez intéressants. On n'y entre pas forcément sur concours, justement, puisque dans la fonction publique territoriale, on peut aussi y entrer comme ça, sur entretien, etc. Donc ça, c'est une grande partie des débouchés.
Les agences de développement ou les administrations et agences de l'État, comme l'ADEME, par exemple, ou une agence comme Biomasse Normandie, etc. Donc tous les territoires maintenant ont des agences plus ou moins dépendantes de l'État qui sont en recherche permanente de jeunes diplômés voilà, pour renforcer leurs troupes. Donc là aussi, c'est un secteur qui est extrêmement porteur, aussi bien pour les stages que pour les emplois après. Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture, en fait, comme la dimension développement durable est très transversale et présente dans tous ces services, les débouchés sont extrêmement nombreux. Les entreprises de l'industrie et des services qui agissent dans les secteurs de l'énergie, puisque là aussi, il y a des exigences, disons, de développement durable. Donc voilà, là aussi, il y a du recrutement, de la santé, de la sécurité alimentaire, de la construction, du tourisme. Le développement du tourisme durable aussi, c'est quelque chose qui... c'est un domaine qui recrute. Et puis les associations et les ONG. Voilà. Alors quand on entend associations et ONG, on pense essentiellement bénévolat, mais il faut savoir que dans la plupart des associations, il y a des permanents, donc il y a des gens qui sont salariés. On peut tout à fait faire sa carrière au sein d'une ONG. Voilà, ou voir... Alors, nous, on a une particularité aussi, enfin, je ne sais pas si ça nous démarque vraiment des deux autres parcours, mais on a tous les ans, très régulièrement, des gens qui voient leur stage se transformer en CDI. Voilà, donc ils savent, avant même d'avoir soutenu leur rapport de stage, qu'ils vont être embauchés dans la structure. Bon, quand ils font l'affaire, mais en général, ils font l'affaire. Et donc voilà, donc, sans tomber dans un optimisme excessif, le taux d'insertion de nos jeunes diplômés est quand même plutôt très favorable. Voilà pour la présentation. Sinon, effectivement, vous pouvez aller sur le site pour retrouver d'autres informations. Les candidatures se font par le biais de e-candidats, donc vous remplirez un dossier. Et effectivement, même si on tient compte bien sûr de vos résultats académiques, la lettre de motivation est quand même importante dans la mesure où on attend de votre part quand même au moins une sensibilité à la question environnementale, enfin en tout cas au développement durable. Il faut que pour vous ce soit quelque chose d'important. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous documenter quand même un minimum sur cette question-là. Si vous choisissez de faire un métier dans ce domaine, voilà, d'y être au moins sensible. Les petits plus, c'est si vous avez déjà un engagement un petit peu associatif ou autre, c'est toujours mieux. Après, on n'exige pas forcément de vous que vous ayez déjà une idée très précise du métier. Voilà, vous n'êtes pas obligé de dire je veux être, je sais pas, chargé de mission dans tel service de la région, bureau 322. C'est pas, on ne demande pas une précision de cet ordre-là, mais quand même savoir déjà un petit peu si vous êtes plutôt attiré par le privé, par le public, par l'associatif, et puis comment vous avez pris connaissance en fait de ces enjeux et qu'est-ce qui est là-dedans, comment vous vous projetez pour votre avenir professionnel. Voilà ce qu'on conseille. Et puis évidemment, de bons résultats académiques, puisque, comme le disait mon collègue M. Fleites, l'an dernier, on a reçu 120 demandes, on avait 18 places, donc c'est sélectif. C'est effectivement très sélectif. Donc ne mettez pas non plus, comme on dit, tous vos œufs dans le même panier, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez fait votre licence à Caen qu'on vous prendra forcément à Caen. Donc faites des candidatures aussi dans d'autres masters. C'est très important. Après, vous pouvez privilégier celui de Caen si on vous donne une réponse favorable, mais prévoyez quand même des plans B et C. Très bien. Je vais redonner la parole à M. Fleites. Et puis, de toute façon, je reste ouvert par mail si vous avez des questions plus spécifiques, si vous êtes intéressé par des DSC. Voilà, je vous remercie. Donc, grand merci à M. Legoupil. Donc, je vais vous parler rapidement, ou un peu plus rapidement, du parcours EPE. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi a été créé le parcours EPE? Eh bien, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte, même dans les siècles derniers en réalité, que l'État commençait à se désinvestir dans la plupart des travaux et projets nécessaires pour le développement d'une ville, d'une région et même d'autres structures. Pour être clair, aujourd'hui, pour faire par exemple une route, pour faire un hôpital, pour faire un collège, pour tout ce type de travaux, pour développer une recherche dans un laboratoire de recherche, l'État financie de moins en moins ces projets-là. Et comment est-ce qu'on réussit à faire ces projets-là?
Eh bien, parce qu'il y a un financement européen de plus en plus important. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument tenir en compte. Et donc, il y a de plus en plus de structures qui ont besoin de personnes qui soient capables de maîtriser des langues étrangères, surtout l'anglais, puisque la plupart de ces projets se font en anglais, qui ont des compétences en gestion de projets et qui connaissent les différents programmes européens. FEDER, FEADER, SFE, n'importe, mais la plupart des programmes européens. Et donc, ce type de structure embauche de plus en plus. Pour revenir sur ce que disait M. Le Goupil, chez nous, c'est la même chose. L'année dernière, nous avons fait tous les ans une cérémonie de remise de diplômes début octobre. Eh bien, l'année dernière, à la cérémonie de remise de diplômes, plus de la moitié des diplômés EPE étaient déjà embauchés, avaient déjà un poste. La cérémonie, c'est juste après la fin du stage. Et aujourd'hui, ils sont tous en poste. Il n'y a pas un seul qui n'ait pas trouvé un emploi, mais pas un emploi n'importe lequel. Un emploi lié à la spécialisation. Et on reçoit, et je transmets, puisque c'est moi qui gère les réseaux des anciens, des offres d'emploi constamment. Et il y a de plus en plus. Parce que toutes ces structures-là en ont besoin vraiment des personnes qui soient capables de faire ça. Et donc, ce qu'on fait dans les masters EPE, c'est vous préparer pour remplir ces fonctions-là. Et donc, bon, il y a des cours, en effet, de gestion de projets en langue étrangère, d'ingénierie de projets, d'informatique, de méthodologie de la recherche. Il y a des cours plus spécifiques au parcours, histoire de l'idée européenne, droit de l'Union européenne, économie de l'Union européenne. Ce cours-là qui est clé, les cours de programme et projets européens, c'est un cours vraiment très important et qui est délivré aussi par l'équivalent de Mme de Calvez, dont M. Le Goupil vous parlait, Mme Toffoni, qui est PAST, qui travaille dans l'Agence de développement de la Normandie, qui est une ancienne du master et qui va vous suivre dans le cadre de la préparation des études de cas aussi. Il y a des cours de collectivité territoriale, de politique régionale. Je ne vais pas m'arrêter dans chaque cours. Sachez quand même que les cours d'institution européenne à Bruxelles, c'est en réalité un voyage à Bruxelles d'une semaine payé par les masters, aussi bien les transports que les logements. Et tous les ans, on visite la Commission européenne, on visite le Parlement, on visite parfois les conseils, on visite l'antenne de la région Normandie, on reçoit des anciens étudiants du master qui sont à Bruxelles. Et donc, ce qui est important, c'est de savoir que ce voyage permet aussi de faire des contacts pour les stages. Et donc, justement, j'ai invité 3 étudiants qui vont venir par ici, du Master 2 EPE, sont ceux qui sont dans la photo, 3 parmi ceux qui sont dans la photo, qui vont pouvoir vous répondre peut-être à des questions et ils vont pouvoir vous expliquer les choses un peu mieux que moi. Les débouchés en EPE sont des débouchés des chargés de mission Europe, des chefs de projet européens, des coordinateurs internationaux, des European Project Managers, mais essentiellement, il s'agit de 2 choses, ou trois choses. Soit être chargé de projet et vraiment traiter un projet particulier de A à Z. 2, c'est être animateur et donc animer un réseau de personnes qui travaillent dans la gestion des projets européens. 3, il y a des personnes aussi qui travaillent comme chargées de relations internationales, dans des structures comme le Carré international ici ou autres. En général, ils travaillent dans le secteur public. Dans le secteur privé, il n'y a que les agences de consulting qui embauchent des CPE, mais pour la plupart travaillent dans le secteur public, en collectivité territoriale, surtout à l'échelle de la région, mais aussi dans les départements. Il faut savoir que les départements gèrent les fonds de FSE, par exemple, ou LEADER. Aussi, au niveau de ces structures de recherche, beaucoup de laboratoires de recherche, et donc le stage est très important. Mais vous en saurez plus avec nos étudiants EPE. Et donc, je laisse peut-être les 3 étudiants EPE qui nous parlent un peu rapidement de leur parcours. Allez-y. En plus, ce sont 3 anciens qui ont fait la licence LEA à Caen. Donc c'est pour ça que c'est intéressant pour vous.
Et donc, ils sont en Master 2. Allez-y. Vous pouvez venir ici au micro si vous voulez. Donc il y a 2 micros, celui-ci c'est pour la caméra. Asseyez-vous, ça va être peut-être mieux pour le son. Je vais vous laisser monter. Bonjour à tous, du coup on est 3 étudiants en Master EPE. Donc comme l'a dit Monsieur Fleites, déjà on a fait notre licence comme vous à Caen. On est allé en EPE surtout au début pour l'ouverture européenne qu'il y avait, et puis aussi c'est intéressant d'amener justement tout le côté européen à niveau local, donc voilà, pour développer par exemple la ville de Caen, etc. Au niveau du M1, ce qui a été super intéressant aussi, ça a été du coup l'expérience Erasmus, parce que c'est une réelle opportunité de partir comme ça. Même au niveau des liens sociaux à créer, interpersonnels, ça développe beaucoup de choses. Et même au niveau de la langue, etc., c'est intéressant de devenir autonome ailleurs. Après, il y a le stage aussi qui est un peu professionnalisant. Ça vous aide un petit peu à situer ce que vous voulez faire plus tard, à savoir ce que vous voulez faire ou ne pas faire. Et c'est intéressant de savoir ce que vous ne voulez pas faire surtout, parce que ça vous aide à trouver plus tard votre voie. Donc voilà, au niveau du M1, c'est assez... c'est un tronc commun, donc ça vous permet aussi de voir autre chose. Et c'est vraiment au niveau du Master 2 que vous allez vous spécialiser. Nous, par exemple, les cours d'ingénierie de projet, etc., ça permet de voir vraiment ce que c'est de monter un projet, de voir comment ça se fait, les limites aussi, parce qu'il y en a toujours partout. Et voilà, donc pour moi, c'est pour ça que c'était intéressant. On part tous dans des stages qui sont très différents. Enfin, on a, surtout cette année, selon nos professeurs, on va pas tous dans le... Enfin, on va utiliser tous du management de fonds européens, mais c'est quand même assez ouvert. Moi, par exemple, je pars dans une structure qui s'occupe de l'insertion sociale dans l'emploi, mais qui utilise au travers des fonds sociaux européens, donc par exemple le FSE, pour mener à bien, je ne sais pas si vous connaissez pour l'instant le Fonds social européen, mais voilà, vous l'apprendrez, pour justement mener à bien ces projets et après les étendre, les généraliser nationalement et même après sur l'Europe entière, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez parler de vos expériences. Pas grand-chose à ajouter. Non, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais, c'est plus ça. Ouais, ça va être plus simple si vous avez des questions, comme ça on peut vous répondre directement. Vous n'avez rien à ajouter? Ici, il y a le voyage à Bruxelles aussi, on a vu la photo, c'est super. Voilà, donc c'est un master qui est assez professionnalisant, donc c'est quand même pas mal. Il y a une bonne embauche derrière, donc c'est ça qui est bien aussi. Même les promos, elles sont petites. Oui, ouais. C'est des promos là, par exemple en EPE, on est 18. Donc ça permet d'avoir une réelle cohésion déjà au sein de notre groupe. Enfin, on a un groupe qui est assez soudé. Par exemple, on a des études de cas à réaliser, donc on est ensemble sur un même projet, donc on est à peu près 5 ou 4 par équipe. Et c'est un projet qu'on mène tout au long, c'est de la recherche sur quelque chose qu'on présente, on trouve une problématique autour. Donc ça permet vraiment d'avoir un réel investissement dans ce que ça pourrait être plus tard et de vraiment savoir ce que c'est à la fin, quoi. Donc voilà, ça permet d'avoir une proximité dans la classe qui n'est pas forcément le cas dans d'autres masters. Ouais, même avec les profs et tout. Même avec les professeurs, etc. Je te remercie. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, vous êtes bien sage. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent faire des masters LEA? EPE ou pas? Est-ce que quelqu'un va faire... Ouais, voilà. Ah. Une recrue. Tu seras pas déçu. Voilà. Bon, merci beaucoup pour votre intervention, pour vos témoignages. Bon. Mais je trouve qu'on a un grand avantage. C'est que Madame Wells, qui est la responsable du parcours IAI,
a eu la gentillesse de préparer une vidéo sur YouTube. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Amy Wells. Je suis la responsable du parcours implantation des entreprises à l'international. Aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter cette formation. Et l'objectif de cette introduction au parcours est de vous aider à décider si vous avez le profil IUI, si cette formation est un bon match pour vous et pour vos projets professionnels à venir. Donc, commençons. Vous voyez la photo de Pauline Buisson qui était dans notre promo 2020. Là, c'est Pauline qui soutient son rapport de stage qu'elle a effectué au sein de Famille Dupont, du domaine Dupont, producteur de Calvados, cidre et pommeau, ici en Normandie. Je voulais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire dans la formation implantation des entreprises à l'international. Finalement, c'est une formation qui, surtout en deuxième année, est très précise et nous travaillons un ensemble de compétences portant sur l'accompagnement des entreprises de A à Z dans leur projet d'implantation à l'international. Nous allons beaucoup travailler sur les stratégies d'implantation et sur la gestion des risques, tout comme la gestion de projet. Nous avons des cours théoriques, mais qui aussi sont très centrés sur la pratique. Nous faisons énormément de cas d'études et que ce soit dans la partie théorique ou la partie pratique, nous visons l'interculturalité et la stratégie, la gestion stratégique. Par exemple, cette semaine, nous avons fait un jeu de rôle en cours où nous avons convenu une réunion du United Nations Business Council afin de gérer la crise qui est en cours. Chaque étudiant était la déléguée d'un pays. C'est un pays avec lequel ils ont un lien, soit parce qu'ils ont déjà fait leur stage là, ils ont fait leur mobilité là, ou ça fait partie de leur projet à venir. Et ils devaient jouer le rôle de représentants dans le United Nations Business Council pour trouver des solutions pour confronter les risques économiques qui risquent de se produire avec la situation géopolitique actuelle. Avec un diplôme en IUI, où est-ce qu'on va travailler par la suite? Ça peut être en import-export, industrie et services ayant une activité internationale, les établissements du secteur bancaire, et puis des organismes spécialisés. Ça veut dire les chambres de commerce, des sociétés et services d'accompagnement à l'international ou des cabinets de consultants privés. Donc, il faut bien avoir ça en tête quand on choisit la formation IUI parce qu'on est vraiment sur un axe d'affaires étrangères. Ça peut être aussi des NGO. Nous avons quelques étudiants qui ont travaillé pour les NGO également. On va parler plus précisément de type de titre que vous pouvez avoir avec un diplôme IUI. Vous pourriez être ingénieur commercial, développeur international ou business developer. Avec nos 2 ou 3 dernières promos, il y a beaucoup de personnes qui partent sur le rôle de business developer, manager import-export, directeur commercial, consultant décisionnel. Ça veut dire qu'on va bien aider et accompagner les entreprises avec la gestion des risques et la gestion des stratégies d'implantation. Merchandiser international, acheteur projet, négociateur et responsable de développement de franchise. Donc, c'est juste pour vous donner un petit peu quel type de poste sera possible après une formation implantation des entreprises à l'international. Parlons un petit peu du profil de nos étudiants. Déjà, vous voyez des étudiants très souriants de la promo 2021 parce que c'est ce groupe-là qui a gagné le PVI, le prix de la vocation à l'international. Ils ont une bonne raison de sourire. Ils viennent de gagner 5 000 € qu'ils ont partagé entre tous les membres de leur équipe, donc entre 6. Le PVI est vraiment probablement un des moments les plus forts de la formation IUI. Nos collègues en EPE et DDSI, ils ont une sortie terrain et nous n'avons pas ça en IUI. Mais nous préparons le concours PVI
Et dans le PVI, les étudiants vont accompagner une entreprise normande dans l'établissement d'un projet de développement international. Les étudiants posent leur dossier le mois de mars, et puis entre le mois de mai et septembre, nous prenons connaissance des gagnants du prix. C'est vrai que notre promotion est souvent lauréat. Ça fait plusieurs fois qu'on a gagné ces derniers 10 ans. Mais parlons encore un peu plus de quel est le profil des étudiants en IUI. Donc, comme pour les étudiants qui viennent d'une formation langues étrangères appliquées, ils sont souvent trilingues. Ils ont une bonne maîtrise de gestion de projet. Et là, en plus, vous allez entendre des informations sur les autres parcours dans notre formation Masters. Et c'est vrai qu'en Masters 1, il y a beaucoup de cours en commun pour vous préparer pour la gestion de projet. Et c'est vraiment en deuxième année où on va spécialiser encore un peu plus avec la gestion des risques internationaux. Nos étudiants ont de nombreuses expériences à l'étranger. Ils ont fait leur stage en L3 à l'étranger ou avec en rapport avec une expérience internationale pour le stage. En M1, ils ont deux expériences à l'étranger parce qu'ils ont dans un premier temps une mobilité à l'étranger et puis ils ont un stage aussi à l'étranger. Donc, c'est vraiment des personnes qui se tournent vers l'international. Donc, pour être un bon étudiant en IUI, il faut être prêt à partir, avoir envie d'aller à l'étranger et de vivre des expériences d'interculturalité. Je voulais vous donner quelques exemples des entreprises où nos étudiants ont fait leur stage. Normandie Incubation, donc nous sommes en relation avec l'incubateur et avec l'accélérateur. Ce sont des structures publiques qui aident les entreprises dans leur développement. Filt, entreprise très connue à Caen pour leur filet de marché, qui ont même fait la couverture de Vogue il y a à peu près 18 mois, 2 ans. Permagloire, vous allez peut-être reconnaître cette marque de Calvados. Elevir, que vous allez aussi reconnaître en tant que Normand, sur votre table peut-être le matin parce qu'ils font du beurre et crème et d'autres produits laitiers. Como Prices, vous n'allez peut-être pas reconnaître cette entreprise qui est une jeune entreprise, qui est un service numérique, qui est un comparateur de prix de matières premières. Déjà Mobile, un service numérique aussi qui propose une solution de paiement par téléphone portable, un système de paiement mobile. Mention, qui n'est pas en région Normande, qui est en région qui est plutôt en Franche-Comté, qui est une entreprise qui travaille dans les portes par feu. Donc, on est plutôt sur une entreprise industrielle. La Chambre des commerces et industries franco-russes. Encore une fois, on revient à l'idée de l'accompagnement des entreprises dans leurs projets internationaux. Green Cloud 9, aussi un service numérique qui est une plateforme de vente de produits écologiques. Calibracier, on revient cette fois-ci dans le secteur industriel. Calibracier est une fabricant de plusieurs types de métaux. Et Parfum Christian Dior, je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est. Et encore. Donc voilà pour vous donner un petit perçu de où nos étudiants ont travaillé. C'est pas où on pourrait travailler, c'est là des exemples concrets de où nos étudiants ont fait leur stage. Pour cette deuxième année de master, je voulais vous montrer un tout petit peu la maquette parce que c'est là où on voit à tel point on se spécialise dans le développement international et l'accompagnement des entreprises. Donc, management de projet, on va déjà voir ça un petit peu en M1. Technique d'implantation à l'étranger, technique de transfert de biens, de services et de savoir-faire à l'étranger, technique d'installation des entreprises à l'étranger, technique de financement des opérations internationales et études des cas. Quand nous lisons études des cas sur cette maquette, ça parle effectivement du concours PVI que je viens de vous expliquer. Dans unité 7, prospection, négociation et management de projets d'implantation, nous avons des cours bien sûr en LV1 et LV2, aussi marketing stratégique et international, diagnostic financier,
analyse et gestion des risques de l'implantation et manifestations locales. Donc, il faut bien ressentir en vous-même une fibre entreprise. Il faut avoir envie d'aller travailler dans une entreprise, de prendre le téléphone, de démarcher les clients, de vraiment calculer quel est le meilleur endroit pour mettre en place un siège social dans un pays étranger pour l'entreprise normande. C'est vraiment, vous voyez, très branché à axe affaires internationales. Je vous montre encore quelques photos de nos étudiants de la promo 2020, aussi lauréats du PVI. En 2020, nous avons pu aller à la fabrique de parapluies de Cherbourg. Vous connaissez sans doute ces parapluies qui sont très célèbres. Et voilà, encore des gros sourires sur le visage des étudiants parce qu'ils avaient aussi gagné le prix à 5 000 €. Je voulais vous donner encore on a vu les exemples de où nos étudiants ont fait leur stage. On a vu des types de postes qu'on peut faire avec une diplôme IUI. Mais je voulais encore vous parler un petit peu des types de missions que vous allez faire en Masters IUI afin de vous aider à réfléchir, est-ce que cette formation correspond à vos projets professionnels et est-ce que votre profil correspond aux missions IUI? Effectivement, cela va être très important lors de vos candidatures que dans vos lettres de motivation, vous nous expliquez pourquoi vous voulez faire partie de cette formation. Quel est votre projet professionnel à venir et quel est son lien avec le développement des entreprises à l'international. C'est très important de nous expliquer vos expériences professionnelles incidentes, ainsi votre implication dans des associations, parce que ça aussi c'est très valorisant et ça va nous donner une bonne idée si vous êtes prêt à travailler en équipe. Il faut savoir que ça soit Masters 1 ou Masters 2, nous faisons beaucoup d'exercices en équipe, donc il faut pouvoir participer et gérer ce type de travail ensemble. Donc, en stage, chaque stagiaire crée un plan stratégique d'exportation, d'implantation ou de franchise. Donc, quoi que vous fassiez en tant que tâche quotidienne, c'est sûr que votre rapport de stage, qui en M2 est environ une 40aine de pages, va inclure un projet de développement. Quelques postes que nos étudiants IUI ont déjà eu, cette fois-ci, c'est parce qu'on pourrait faire, mais ce qui a été fait par nos propres étudiants, Business Developer, chargé de communication, Export Manager, coordinateur des consultants, gestionnaire de réseaux sociaux. Et avec ce type de poste, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? On a un étudiant qui est spécialiste en cuir. Il a négocié des chutes de cuir. L'idée, c'est dans la démarche de développement durable, de prendre les chutes de cuir des maisons de mode très connues. Comme il travaillait pour quelqu'un qui fabriquait les bracelets de montre, il faut un tout petit peu de cuir. Donc, il a négocié des chutes de cuir afin de fabriquer des bracelets de montre. La mise en place des procédures d'opération. Nous avons une étudiante qui a travaillé au Chypre l'année dernière et c'est elle qui a créé le manuel, le mode d'emploi pour l'entreprise. L'exportation du beurre normand en Chine et produits laitiers en Inde. Effectivement, nous avons souvent des étudiants qui travaillent chez Elivir et leur mission, c'est de préparer les étiquettes. Des fois, c'est de calculer à la main la bonne quantité, préparer ces commandes pour l'export à ces pays étrangers. Élaboration des prototypes de prestations de services numériques. Effectivement, notre étudiant qui a travaillé chez Green Cloud 9, comme il n'y avait pas encore le prototype, il a dû faire une maquette de prototype pour expliquer aux investisseurs potentiels comment ça allait marcher. On a plusieurs étudiants qui ont travaillé sur le SEO et puis aussi les fiches de description produit, notamment pour nos étudiants qui ont travaillé pour les plateformes de vente. Et ça suit avec élaboration des fiches produits multilingues. Un étudiant a dû préparer des fiches en allemand, une étudiante a dû préparer des fiches de produits en italien. On a plusieurs exemples d'implantation dans des nouveaux pays.
on a une étudiante qui a touché une bonus parce qu'elle a signé plusieurs nouveaux contrats pour son entreprise. Et puis, on a plusieurs personnes qui ont créé des dispositifs et qui ont mis en place des procédures au sein de leurs entreprises. J'espère que ça vous a donné une petite idée ce qu'on va faire en IUI et ce que vous pouvez faire après avec un diplôme IUI. Et avec ces informations, j'espère que ça va vous motiver dans la préparation de vos candidatures. Donc, nous attendons vos candidatures. Je vous souhaite bon courage pour la fin de semestre, bon courage pour vos stages et puis bon courage pour vos dossiers masters. Merci, au revoir. Voilà. Donc, je vais sauter cette partie. Sachez quand même que les étudiants du Master IAI ont gagné plusieurs fois de suite les prix de la vocation internationale, que vous voyez ici. Et donc, on revient à la fin, et à quelque chose d'important. Les campagnes de sélection en Master 1. Ça se fait sur une plateforme qui s'appelle eCandidat. Donc, vous rentrez dans cette adresse, à candidature.unicam.fr eCandidat, et vous remplissez les documents que la plateforme vous demande de remplir. Ne partez pas, je vais parler avec Madame Lallet, ne vous inquiétez pas. Ah, vous travaillez, allez-y. Bon courage. Le départ de votre collègue me permet aussi de dire quelque chose que je n'ai pas dit. Le cursus en master n'est pas compatible avec un travail. Donc, il y a une formation initiale pour vous. Il y a des étudiants en formation continue en master 2, qui est plus spécialisé, mais ce n'est pas compatible avec un travail, ni en master 1, ni en master 2. Donc, si vous avez des problèmes pour les financer, vous pouvez peut-être envisager de travailler une année pour financer après les 2 années de master. Sachez que c'est quand même un investissement qui va vous changer la vie. Puisqu'en effet, quand on s'en sert au niveau du marché du travail avec un bac plus 5 spécialisé comme celui-ci, n'est pas du tout la même chose que quand on s'en sert sans formation avec un bac plus 3 ou avec une formation plus généraliste. Les dates sont très importantes du 25 avril au 27 mai sur les candidats. Comme M. Le Goupil vous a dit tout à l'heure, très important de soigner son dossier, de soigner son CV, de soigner sa lettre de candidature, d'inclure les aspects concernant la mobilité, pourquoi vous voulez partir quelque part, comme Mme Tahir vous l'a dit tout à l'heure. Voilà. Après, est-ce que je peux vous dire, est-ce que je peux vous garantir, c'est que nous faisons en sorte, nous essayons que, sauf des exceptions, tous les étudiants qui ont fait une licence LEA puissent trouver un débouché dans l'un des 3 masters qu'ils ont choisi. Ce n'est pas toujours garanti au 100%. Et pourquoi nous faisons ça? Est-ce que nous privilégions les étudiants de Caen? Non. Mais nous savons à quel point la licence LEA de Caen, c'est une licence exigeante. C'est une licence dans laquelle les taux de réussite ne sont pas très importants, surtout en L1 et en L2. C'est une licence dans laquelle vous avez des cours de droit, de gestion, d'économie, une LV3. Ça, ce n'est pas toutes les licences LEA de France qui ont une formation si exigeante que ça. Et c'est pour ça que nous savons que vous êtes bien préparés pour notre master, et c'est pour ça que nous essayons de privilégier les étudiants de Caen. Donc, n'hésitez pas non plus, ne vous autocensurez pas, postuler à nos masters s'ils vous intéressent. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions maintenant. Alors, très important, donc, regardez les vidéos sur IAI. C'est un parcours qui attire surtout les étudiants de Caen. Il y a beaucoup d'étudiants de Caen qui s'intéressent par le commerce international, par les entreprises à l'international. Et tout ça, c'est le parcours IAI. Les parcours de DSE et EPE recrutent surtout en dehors de Caen. Il y a quelques étudiants d'Unicamp et je vous ai mené 3 exemples. Mais
pour la plupart, ils ne viennent pas de l'université de Caen, de la licence de Caen, ni en DDSC ni en EPE. En DDSC, on doit être à peu près à 50% certaines années, mais en général, c'est plutôt 60 extérieurs et 40% locaux. Et en EPE, probablement moins. Je pense que vous trois, vous êtes les seuls trois qui viennent d'Unicaen. Ah oui, bah super. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous êtes des bons étudiants. Très bien. Bon, bah écoutez, ça a été un plaisir. J'insiste, je remets ici les vidéos pour IEI, c'est très important. Et n'hésitez pas à poser des questions à M. Legoupil si le parcours DDC vous intéresse, à Mme Wells si le parcours IEI vous intéresse, à moi-même si le parcours EPE vous intéresse, à Mme Tahir si la mobilité, c'est ce qui vous avez des questions sur la mobilité, etc. Hein? Donc voilà, un plaisir et bon cours. Je vous laisse juste un temps.